Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier très chaleureusement Céline qui a particulièrement soutenu le podcast en février. Si vous aussi, vous voulez soutenir Symbiose pour toujours plus d'épisodes, je vous explique tout en fin d'épisode. L'épisode d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du podcaston. Si vous n'avez jamais entendu parler du podcaston, je vous explique en 2 minutes, même pas. Le podcaston, c'est le plus grand événement caritatif dans le monde du podcast. Des milliers de podcasteurs du monde entier font un épisode pour mettre en avant des causes caritatives et des associations. Je suis donc très fière d'y participer pour la première fois et j'espère continuer l'aventure sur les prochaines années. Aujourd'hui, on va donc parler d'une association qui est basée à Haute-Rive, dans ce qu'on appelle la Drôme des collines. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'Haute-Rive. Il s'y trouve un monument assez particulier, le palais idéal du facteur cheval. Mais ce n'est pas vraiment de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Enfin, si, on va parler d'une partie de ça. On va parler de cheval. Bonne écoute! Alors qu'on sait que la parole libère, que les mots apaisent les mots MAUX, on sait tout ça. Mais on est en train de découvrir, c'est une véritable découverte, qu'il manque quelque chose et c'est le geste. Bonjour et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Aujourd'hui, on est au Trésor de Val, à Châteauneuf-de-Galore, et on interviewe un binôme inédit, un binôme que je n'ai jamais eu puisque je suis en présence de sœurs jumelles, Brigitte et Florence. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Bonjour, je suis Florence Stevenson. Je suis arrivée à Haute-Rive, sur le domaine où habite Brigitte depuis plusieurs années, et je m'occupe de l'association Cheval d'Espoir que nous avons montée toutes les deux pour l'aider à développer son travail de médiation animale pour aider les enfants en difficulté psychosociale. Ok, ça fait un programme chargé et plein de choses. Oui. Il y a énormément de questions suite à cette présentation, mais je vais d'abord laisser Brigitte se présenter avant de poser d'autres questions. Moi, c'est Brigitte, je suis donc la sœur jumelle de Florence et j'habite à Haute-Rive depuis 30 ans. Nous avons avec mon mari 6 enfants, 20 petits-enfants. Et, wow. Et je me suis lancée avec mon mari d'ailleurs en famille d'accueil en 2006 pour l'accueil d'enfants en difficulté en travaillant avec l'aide sociale à l'enfance. J'ai fait ça pendant 20 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais j'ai développé, si vous voulez, en ayant des enfants déscolarisés. J'ai vu tout de suite le bienfait de mettre un cheval parce que mes enfants avaient 2 ou 3 chevaux et de mettre en lien un cheval avec un enfant en difficulté. Donc je me suis formée en thérapie équine, en médiation animale, et c'est devenu maintenant mon métier, équithérapeute. Ok, super, merci pour cette présentation. Il y a énormément de douceur dans la manière dont vous vous présentez et alors c'est peut-être une fausse impression, mais de sérénité aussi. Vous avez l'air d'être des femmes ancrées et posées et pourtant Merci. J'imagine que votre vie a dû être mouvementée avec les déménagements, avec les enfants, avec les différents changements de vie, etc. Donc Oui. il y a quelque chose de très... Enfin, moi, je trouve ça admirable déjà en première instance de constater votre ancrage et votre sérénité avec tout ça. Donc, C'est gentil. c'est ma première impression. Oui. Et je la décris parce qu'il y a tous les gens qui nous écoutent, qui sont pas avec nous dans la pièce. Ça me paraît important, du coup, de partager les émotions qui me traversent pendant l'enregistrement pour que les gens puissent en profiter aussi. Alors, un cas inédit pour moi, puisque vous êtes sœurs jumelles, en général, je demande toujours aux gens comment votre partenariat, comment votre binôme a commencé. Vous, c'est pas le cas, vous connaissez depuis littéralement votre existence. In utero, même. Voilà, même c'est ça. avant. C'est pour ça que j'ai pas dit votre naissance, parce que en fait, Oui. ça a commencé avant. Moi, j'aimerais vous poser plus la question de comment ça a commencé le fait que vous vous mettiez à vivre au même endroit et à travailler ensemble sur des problématiques communes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé là ? Alors, ça n'a pas toujours été, puisque moi, par exemple, je me suis mariée très tôt. J'ai habité à différentes villes en France, ma sœur, différents pays. Donc, on a passé plusieurs années loin l'une de l'autre. Et en fait, depuis 30 ans, quand nous sommes installés à Haute-Rive, de fil en aiguille, j'en parlais souvent à ma sœur. Je parlais également du travail que je faisais avec les chevaux, les enfants. Ça l'intriguait parce qu'on est toutes les deux passionnées de chevaux depuis qu'on est toutes petites. Hein. Je
Je pense que le premier mot qu'on a dit ensemble, c'était cheval. Et donc, elle vous expliquera pour des raisons aussi familiales. Elle a été amenée à venir s'installer. On a la chance d'avoir 2 bâtiments sur la propriété, plus une grange. Elle vous dira, je pense, je vais lui laisser la parole parce que qu'est-ce qui a déclenché en fait cette volonté de venir m'épauler. Oui, dans la vie, les choses, quand elles doivent se faire, c'est incroyable. Les portes s'ouvrent avant même que vous ayez à les pousser. J'ai habité dans plusieurs pays dans ma vie et quand je me suis mariée avec mon deuxième mari à 35 ans, nous avons habité à Fontainebleau, la ville de cheval. Mes enfants montaient à poney et très rapidement, je m'y suis mise et j'ai commencé à faire du dressage, etc. Tout ça pour vous dire que j'ai habité une 15aine d'années à Fontainebleau. Ensuite, on est allé s'installer à Majorque pour les raisons de santé de mon mari qui avait fait une crise cardiaque. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai eu envie de rentrer en France parce que j'ai pas eu envie de terminer ma vie à Majorque. Et cherchant à rentrer en France, ma sœur Brigitte m'a tout de suite dit « Mais pourquoi est-ce que tu viens pas à côté de chez moi. Essayons de trouver une maison à côté de chez moi puisque moi je cherche à développer mon activité en médiation animale. J'ai quelques chevaux et voilà, de fil en aiguille, on n'a pas trouvé dans la région un endroit qui nous plaisait et finalement on a adoré ce lieu et on s'est dit finalement pourquoi prendre la voiture, aller faire des kilomètres pour se retrouver alors que c'est possible d'être à 10 mètres l'une de l'autre. Voilà, on peut passer des journées sans se voir, hein. Mais il y a un grand respect de la liberté de l'autre. On travaille ensemble, mais il y a un grand respect de la liberté de l'autre. Il y a beaucoup de choses qui me frappent dans ce que vous venez de raconter. Je pense que la première, c'est que avant qu'on appuie sur le bouton de l'enregistreur, on a eu la chance de visiter là où vous vivez et de rencontrer les chevaux qui vivent à vos côtés. Et on vous a vu interagir aussi avec ces chevaux. Et ça me paraît du coup incroyable de me dire que vous êtes rentrées toutes les deux dans ces interactions avec les chevaux tard, en fait, de ce que j'entends, plutôt vers la trentaine. Du coup, on peut arriver à une manière de vivre telle que celle que vous nous l'avez montrée tout à l'heure, tout en commençant tard, en fait, qu'il n'y a pas de moment... Jamais lâcher ses rêves. C'est ça. Jamais. C'est ça, et c'est ça qui me frappe. Ça, c'est la première chose que je me suis notée. Et la deuxième chose que je me note, du coup, c'est ce côté d'alignement que vous avez. Au final, vous vivez l'une à côté de l'autre, en symbiose, je vais oser le dire, de façon libre, malgré tout, où chacune a sa liberté. Ouais. Puis on a chacune bien notre département bien particulier. Moi, je m'occupe des jeunes. Florence, elle n'interfère pas dans ce domaine-là. Flo, elle s'occupe des chevaux qui ont été un peu bousculés par la vie. Et moi, des enfants qui ont été bousculés par la vie. Donc après, de mettre les deux ensemble, travaillant vraiment beaucoup la sécurité, on s'est aperçu que ça faisait des merveilles. C'est-à-dire que les chevaux maltraités que je répare, entre guillemets, réparent les enfants que Brigitte met en présence avec ses chevaux et la boucle est bouclée et c'est absolument magnifique de voir ça. La confiance que peut avoir un cheval qui, malgré tout, a le souvenir d'un humain maltraitant et la confiance que peut avoir un enfant qui, malgré tout, a le souvenir d'un humain maltraitant. Et ça, c'est une symbiose, c'est absolument magique. Ce que vous venez d'entendre là, c'est moi qui, pour la première fois, identifie une clé de coopération pendant l'enregistrement de l'épisode et la dit à voix haute. Et oui, vous le verrez sur tout le reste de l'épisode, Brigitte et Florence ont toutes les deux une grande liberté d'action. Elles ne se marchent pas l'une sur l'autre. Elles ont chacune leur zone de fonctionnement et leur zone de compétence et elles vivent côte à côte, l'une avec l'autre, mais toujours en laissant énormément d'espace à l'autre. Et je pense que c'est aussi leur manière d'interagir avec les chevaux et avec les enfants. Elle leur laisse de l'espace, elle leur laisse de la place, elle leur laisse de la liberté. Donc on a chacune véritablement notre domaine. Moi je me suis formée auprès d'Andy Booth à l'éthologie. J'ai passé mes steps auprès de lui. Andy est un éthologue australien qui s'est installé en France il y a 30 ans je crois. Il a été au début le directeur du Haras de la Sens qui est la mecque de l'éthologie. Je continue à travailler avec lui. J'ai amené des chevaux qui étaient un petit peu trop compliqués pour moi. Je les ai amenés chez lui. J'ai fait des stages. Je suis en lien avec lui et donc nous avons chacune nos activités parallèles qui se rejoignent au bout
pour le bien-être et les bienfaits pour les enfants. Oui, et pour le bien-être de tous, les enfants, de tous, les enfants et les chevaux, adultes, ouais, ce et que puis- j'allais dire. C'est vraiment tout le monde, même une personne qui a atteint la cinquantaine et qui a un tournant de sa vie et qui se pose plein de questions. Découvrir qui elle est avec l'aide du cheval, c'est un regard qui est unique, qu'elle n'aura pas eu ailleurs. Elle aura pu faire des sessions de formation ou de choses comme ça, mais ce qu'elle vivra avec son corps dans un rond de longe avec un cheval, c'est unique pour se découvrir soi-même et découvrir la relation qu'on a avec soi-même et la relation avec les autres. Dans ce que vous racontez, moi j'ai envie de poser une question et elle est peut-être indiscrète. Est-ce que vous avez envie de partager une histoire qui vous a marqué, de personnes que vous avez rencontrées, qui a rencontré vos chevaux? Si vous voulez, j'ai envie de vous parler, on va l'appeler Anaïs, si vous voulez bien. Anaïs m'avait été confiée par des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance. Et 17 ans dans la révolte et surtout dans la dominance, elle embêtait tout le monde pour pas dire autre chose. Les éducateurs savaient plus quoi en faire, échec à chaque projet proposé, cassant les pieds dans le foyer où elle se trouvait largement, elles s'en donnaient à cœur joie. Et donc une jeune un petit peu très rétive et très difficile à manier. Donc je l'ai accueillie. On l'a eu à peu près, je crois, une semaine. Et elle était très récalcitrante au début, se fichant quand même pas mal de ce que je faisais. Elle était dans l'exubérance, dans tout. C'est dans le paraître, ses vêtements, ses ongles, ses cheveux, qui étaient une tignasse absolument incroyable, où je devais aller chercher les yeux, le nez, la bouche au milieu de tout ça. C'était impressionnant. Et donc, je prends toujours le temps, si vous voulez, de les laisser. D'abord, il faut qu'elles s'adaptent, mais je force pas. Et je propose. Tous les jours, je propose. Et puis un après-midi, je lui dis, tu sais, je vais aller travailler avec une petite jument qui s'appelle Pam. Tu l'as vue dans le paddock, là-haut. Si ça te dirait de venir avec moi, je vais devoir y travailler. Je lui dis, non, pas du tout, tu viens. Tu vas pouvoir regarder. Et puis moi, je vais travailler un petit peu avec la jument et tu vas me dire ce que t'en penses. Puis il faisait beau, c'était tout. Tout était, l'ambiance était super extérieure. Donc, elle vient avec moi, elle me regarde faire. En fait, je fais des gestes sans toucher le cheval, sans lui parler, simplement avec des bases éthologiques. Je parle à la hanche, je lui demande de basculer ses hanches vers l'extérieur, de tourner ses épaules vers moi un petit peu comme ce que vous avez vu tout à l'heure, de me suivre ou alors de faire des 8 avec elle en lui proposant des petits mouvements, des petits parcours très simples. Et je lui dis, est-ce que ça tu as envie de rentrer, essayer de... Comment tu trouves ça? Et elle me dit, c'est beau. Je dis, oh là, ma cocotte, je tiens le bon fil. Et donc, elle a accepté de rentrer. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment étonnant. C'est que Pam l'a regardée immédiatement avec un intérêt, mais très fort. Elle n'a pas, si vous voulez, tourné la tête et puis continué à faire manger un petit bout d'herbe et tout ça. Elle l'a regardé, elle a dressé les oreilles, elle a grandi ses yeux, elle l'a regardé et elle a dit « Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble ?» Vous voyez ? Ouais. Et donc, je lui ai montré un petit peu Anaïs très simplement. Voilà, tu peux, avec ta main, pousser un petit peu la hanche, etc. Et Pam a répondu à 100%. Mais il y a une 100%. connexion qui s'est créée, quoi. Ah oui, mais en fait, au fur et à mesure où elle avançait dans le parcours que je lui proposais de faire et qu'elle réussissait vraiment bien, tellement la jument montrait tout son intérêt vis-à-vis d'elle, j'ai compris tout de suite que Pam l'avait reconnue comme une leader. D'accord. Voilà. Et à un moment donné, elle était étonnée elle-même. On s'arrête, on débriefe un petit peu sur ce qui s'est passé. Et je lui dis, tu veux que je te dise un petit peu ce que Pam est en train de te dire? Elle me dit, oh bah oui, allez-y. Et je lui dis, Pam, elle est en train de te dire que tu es une belle personne. Et vous voyez ça, j'ai vu son regard changer. C'est hyper émouvant comme histoire. C'est vrai, hein. Elle est devenue... On pleure beaucoup autour du rond de longe. Oui. Mais c'était très beau à voir parce que elle sait que la jument, elle ment pas, elle triche pas, elle juge pas. Vous voyez, elle est dans la vérité et la jument est allée... Finalement, ce qu'elle a vu, c'est son fond intérieur. C'est pas tout le masque qu'elle se donnait. Et figurez-vous que le lendemain, la perruque était partie. C'était une perruque? Elle avait une perruque? Oui. Ah bon? J'ai découvert ce jour-là, c'était une perruque. Incroyable, hein? Ah oui, non, c'est une chute d'histoire que j'avais pas vu venir. Et alors, elle était un petit peu créole, elle avait des petits cheveux tout nattés, vous savez, le long de son crâne et tout ça. Elle était mignonne comme tout. Et enfin, je la voyais, hein. Elle a pu laisser son visage être regardé parce que Pam l'avait regardée positivement. C'est
incroyable. Mais ça, c'est C'est profondément hyper fort comme thérapeutique. histoire. Ouais. Profondément thérapeutique. Merci d'avoir partagé cette Mais je histoire. vous en prie. Elle est incroyable et j'en ai perdu mes moyens. Il faut pas. Et vous savez, l'éducateur m'a dit, je vous remercie parce que ça nous a donné un regard différent sur cette jeune. Et il me dit, après, nous avons enfin pu parler d'un projet de vie et de construire un projet avec elle. Mais Ça ça fait laissé toute la lumière rentrer dans son cœur. c'est incroyable. Ouais. Et puis que ça soit aussi rapide aussi. Moi, c'est ça qui Voilà. me frappe. Hein. On n'a pas besoin d'énormément de temps à partir du moment où la jument, elle touche le fond de votre cœur, qu'elle le révèle. Et alors après, quand c'est la souffrance, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de blessures, des choses comme ça. Mais là, elle l'a retourné comme une crêpe, quoi. Justement, à propos de ça, si je peux me Ah bah permettre oui. d'intervenir, toutes les deux, Brigitte et moi, nous avons des échanges et des conversations absolument passionnantes sur justement l'évolution de la thérapie avec les enfants, les chevaux. Et là, tout à fait récemment, Brigitte me fait écouter un podcast de Fabrice Midal, qui s'appelle Dialogue. Il a invité un médecin qui s'appelle le docteur Jean-Marc Benayem, qui parle de ses travaux, qui a écrit un livre où il parle de ses travaux pendant 20 ans avec le fameux François Roustan, qui est un grand psychothérapeute. Et François Roustan, justement, met en avant que la guérison vient plus par le geste que par la parole. Parce qu'on se disait toutes les deux, pourquoi la guérison, à prendre quand même entre guillemets, mais l'amélioration, l'ouverture, ce changement d'attitude est si rapide et si efficace avec le cheval, alors qu'il peut parfois être très long en thérapie, sur un divan, dans un fauteuil, par la parole, alors qu'on sait que la parole libère, que les mots apaisent les mots MAUX, on sait tout ça. Mais on est en train de découvrir, c'est une véritable découverte, qu'il manque quelque chose et c'est le geste. Et comme ce que vous expliquez, c'est par la gestuelle que Pam a reconnu la beauté intérieure de l'être, et c'est par la gestuelle que la guérison arrive. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va creuser toutes les deux, parce qu'il semblerait que ça soit une véritable découverte. Et c'est absolument passionnant, et surtout, ça nous convainc et nous éclaire sur ce fait dont on est témoin tous les jours, ce qu'elle raconte là, du changement d'attitude immédiat de l'enfant ou de l'adulte, de la personne qui est en souffrance et qui est face à un cheval qui soit vous tourne le dos, soit vous invite à rentrer en contact. Alors si vous tourne le dos, Brigitte l'aide immédiatement en disant voilà, peut-être il faudrait que tu te comportes comme ci ou comme ça pour que le j'essaie de l'aider à améliorer sa posture. En fait, de plus en plus, je me rends compte par l'expérience que j'ai avec les bénéficiaires dans le rond de Longe que la guérison ou le mieux-être passe par le corps. Voilà. C'est un tout en fait. C'est le corps et le cerveau, c'est la parole et c'est le geste. Oui. Voilà. Et le cerveau, vous savez, nous enferme dans un intellect. Oui. Alors que le cheval, lui, il est dans le cerveau droit, il est dans le ressenti. Il est dans les émotions. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Tout à l'heure, Florence, tu nous as montré comment tu dansais avec Stormy, et à ce moment-là, Brigitte qui regardait, tu as dit zéro émotion. Je trouve ça assez fou, ce côté zéro émotion, c'est-à-dire qu'il faut réussir à mettre le cheval à distance de ses émotions pour qu'on réussisse à danser correctement. Oui. Et ça rejoint en fait ce côté séparation cerveau-geste au final. Enfin, il y a le côté mettre son cerveau à distance un peu. De notre part, nous, en tant que thérapeute. Oui. Évidemment, le jeune, il n'est pas dans le zéro émotion. D'accord. On est bien d'accord. Et moi, quand je danse avec Stormy, j'ai la joie. Oui, on l'a vu. Bon, justement, je disais, il y a quand même de la joie. Vous savez que le cheval peut détecter 170 mimiques sur votre visage. Wow. La science aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'il nous apporte comme connaissance suite à des exercices qu'ils font faire aux chevaux. Il y a vraiment une recherche profonde aujourd'hui sur comment fonctionne le cerveau du cheval. Vous savez, finalement, les scientifiques, dans les années 60, qui ont commencé à s'intéresser aux animaux et à chercher la recherche sur les animaux, ont commencé par les animaux sauvages. On a étudié le zèbre bien avant d'étudier le cheval. C'est tout
tout à fait récent, l'étude sur le cerveau du cheval, l'apprentissage, comment il apprend. Ça me fait penser, c'est une analogie qui n'a rien à voir, mais ça me fait penser aux études sur la médecine et les corps féminins qui sont parfois aussi en décalage, où on découvre encore des manières de fonctionner du corps féminin de façon très récente, alors que c'est quand même la moitié de la population. Oui, c'est ça. Oui. Mais si vous voulez, le cheval, on l'utilise depuis bien plus que les années 60. Mais si vous voulez, quand tu l'utilisais pour le transport, le labour ou la guerre, on n'avait pas besoin de savoir ce qu'il pensait. Hein. C'était un outil. Ouais, c'est un outil. Voilà. Après, dans le loisir, qui a commencé après-guerre, eh bien, c'est vrai qu'il y a eu un intérêt. Oui, on a eu besoin de savoir un petit peu ce qu'il pensait. Mais alors maintenant qu'on découvre la thérapie, alors là, je vais vous dire, vous pouvez pas vous faire l'économie de ne pas savoir comment fonctionne un cheval et quelle est sa psychologie. Hein. Sinon, vous vous trompez et puis vous allez dans l'erreur totale, quoi. Ce que je ressens en vous écoutant, c'est que vous êtes passionné de ce sujet, mais vraiment investi alors, totalement dans ce sujet. On ne peut pas dire une plus que l'autre. On est passionné depuis toute petite. On a grandi à La Réunion. Hein. On a passé nos 20 premières années à La Réunion dans une nature magnifique. Alors heureusement, ça nous a quand même un petit peu consolés d'être dans cette si belle nature. Mais on n'avait pas le droit d'approcher les chevaux. Et ça a été vraiment une douleur. Et c'est curieux parce qu'on me dit, mais pourquoi tu as attendu 35 ans d'habiter à Fontainebleau ? Mon mari qui me dit, mais vas-y, fonce, qui me donne le droit quelque part. En fait, un interdit, c'est très difficile de passer par-dessus. Surtout un interdit parental. Qu'il allait m'arriver une catastrophe et que ça serait de ma faute, la culpabilité, enfin tout ça. Et j'étais comblée par la maternité de la même manière que Brigitte, elle aussi, était comblée. Mais ses enfants montaient et elle montait pas. J'ai mis tous mes enfants à cheval. Faut le faire quand même. Après, les garçons ont choisi le foot très vite. Mais j'ai 4 filles qui sont de bonnes cavalières. Ça se maman transmet. était à la maison, elle faisait la cuisine, elle avait un et bébé puis sur les surtout, je hanches les conduisais et je regardais toute la séance d'équitation avec un bébé dans les bras. J'ai fait ça pendant 20 ans. Waouh. Et Brigitte, à quel âge tu as commencé à faire de l'équitation du coup ? 50 ans. Ok. J'ai une pensée pour Françoise, qui est la personne dans Symbiose qui est, je pense, la plus âgée de toutes les personnes que j'ai interviewées, qui a plus de 80 ans et qui s'est remis au piano, je crois, quand elle en avait 50 aussi. Ah oui, elle avait fait du piano un peu petite, qui maintenant fait des concerts dans les églises autour de Clermont-Ferrand. Formidable. Avec un groupe, ils ont monté un groupe de musique de chambre. C'est bien. Voilà. Surtout, ne lâchez pas. Françoise, si tu m'écoutes, on te fait un petit coucou. Nous vivons notre rêve, et à chaque fois que je suis, comme tout à l'heure, dans un rond de longe avec un cheval, je me sens tellement à ma place. Ça se voit. Tellement à ma place. Et ça, c'est cadeau de la vie parce que c'est une sensation extraordinaire. Alors, vous voyez, il peut pleuvoir, neiger, faire très très chaud. On ne va jamais se plaindre pour aller travailler avec un cheval. Ça non. Hein. Jamais. Même avec un doigt de pied cassé, un bras tordu, on y va. Mais moi, c'est la monte western qui m'a, entre guillemets, débourrée. Hein. C'est quoi alors, j'aime bien la phrase, elle est très drôle. C'est quoi la monte western pour les gens comme moi qui ne sont pas experts en équitation ? On ne monte pas dans un club hippique, mais dans un ranch. Et avec une selle western, c'est une monte où on utilise surtout l'assiette et qui est faite pour les randonnées. Les rênes sont libres. Moi, ça m'a permis d'aller en extérieur tout de suite. Et ça m'a rempli très vite. Très vite. Puis on a tellement regardé que finalement, le corps, il savait déjà. Oui, puis vous aviez ça en vous, je pense, quelque part. Sinon, ça ne serait pas votre rêve et ça ne serait pas ce que vous faites aujourd'hui. Alors, du coup, on est là aujourd'hui aussi pour parler de l'association que vous avez fondée. Il y a combien d'années, du coup, qu'elle est fondée, cette association ? 2012. Décembre 2012. Donc, ça fait 14 ans maintenant. L'association Cheval d'Espoir. Avec un S comme Symbiose. Est-ce que vous pouvez nous raconter la naissance de cette association et son but ? Et qu'est-ce qu'elle cherche à faire ? Au départ, c'est moi qui ai tout de suite compris que j'accueillais des jeunes à la maison par le biais de l'aide sociale à l'enfance et qu'il y avait beaucoup de domaines qui n'étaient pas financés, qu'on me refusait. Par exemple, j'avais une jeune, elle ne voulait plus voir en peinture les psychiatres, elle acceptait de voir un psychologue, seulement c'est pas remboursé. Par l'aide sociale, et plein de choses comme ça. Et puis quand j'ai commencé à travailler avec... en fait, mes enfants avaient des chevaux, et puis quand ils sont partis à la faculté, « Maman, tu vas t'occuper des chevaux ?» Et puis j'ai commencé à me former en médiation, etc. Mais ce travail-là, il n'était pas reconnu du tout. Donc j'en parlais avec ma sœur, et puis surtout, ils voyaient la masse de travail que j'avais, et c'est là où ils m'ont dit « On va t'aider ». Ok. Et c'est comme ça. Et alors, j'ai demandé au départ à mon beau-frère de devenir le président de cette association qui me semblait indispensable pour pallier à des déficiences
pécuniaire et qui pourtant était essentielle pour le jeune qui était accueilli. Voilà, on ne pouvait pas le priver d'aller prendre une leçon de cheval dans un centre à l'époque où moi je fais pas monter à cheval, hein, j'ai pas le diplôme pour ça, mais de pouvoir l'envoyer dans un club parce qu'après tout le travail à pied qu'il a fait avec moi, il a envie de monter dessus. Et ben ça n'a pas de sens que de lui dire non. Au démarrage, l'association Cheval d'Espoir était là pour pourvoir à ces manquements, pour parfaire en fait l'accueil. Ok. Pour le mieux-être du jeune. Et Florence, est-ce que tu peux nous expliquer comment elle fonctionne aujourd'hui, comment vous répartissez les rôles aujourd'hui dans l'association ? Alors, tout ce qui est administratif, je suis la secrétaire de Cheval d'Espoir. Nous avons un président qui s'appelle Anthony Fournier, il est absolument extraordinaire. Il est président depuis l'année dernière et la répartition, c'est que je m'occupe de tout l'administratif, de gérer les dons que nous recevons. Vous savez, il y a des documents, enfin, il y a plein de choses à faire. Et également de contacter, démarcher des sociétés pour la taxe d'apprentissage. Par rapport au don de 40 €, le don minimum pour être adhérent à l'association. Et dès qu'on a eu accès à cette taxe d'apprentissage, on a plusieurs sociétés puis petit à petit, étaient tellement touchés par le travail qui était effectué, nous ont donné 100% de leur taxe d'apprentissage. Donc, on a des fidèles. Et puis, on cherche maintenant à intéresser d'autres sociétés. Ce sont souvent des petites ou moyennes entreprises parce que les grosses entreprises donnent déjà dans des grosses écoles. Oui. Notre rayon d'action va plus vers les petites et moyennes entreprises. Voilà. Ok, c'est très bien. Et du coup, j'en profite pour amplifier le message en disant, si vous êtes aujourd'hui un directeur de petite structure et que vous avez envie de reverser votre taxe d'apprentissage à une association qui fait du bien aux chevaux et aux enfants, voilà. N'hésitez pas, c'est l'association Cheval d'Espoir à Haute-Rive. Combien vous avez de chevaux, Brigitte, aujourd'hui ? Je tourne avec 4 ou 5 chevaux de médiation. Ça prend un certain temps pour les former à cette activité-là. Et il faut aussi faire très attention à la fatigue liée à la médiation. La fatigue des chevaux. Oui, la fatigue psychologique. Vous pouvez avoir un cheval qui est vraiment fatigué. Et puis, il faut travailler en dehors du temps où on est avec le bénéficiaire. Parce que forcément, ils vont s'adresser au cheval d'une manière maladroite. Les gestes de base, on leur apprend, mais vous savez, c'est un peu comme un coloriage. Hein. Au départ, quand vous coloriez, vous débordez. Bon, ben là, c'est pareil. Et donc, nous, on doit reprendre. Pour cette question d'éducation du cheval, ma sœur le fait aussi. Vous travaillez en relais permanent, en fait. Oui, c'est ça. Vous passez la balle en permanence sur les sujets. Vous savez, c'est un métier qui est très créatif parce que je suis tout le temps en train de réfléchir. J'ai pas des exercices appropriés. Je vois tel profil de jeune, je vais faire telle activité. Pas du tout. Il y a une première séance que j'appelle le diagnostic et qui là va faire ressortir la problématique relationnelle du bénéficiaire. Et à partir de là, je crée des exercices qui vont convenir par rapport à cette problématique et comment on peut le travailler ensemble. Ok. Voilà. Et c'est génial parce que j'ai jamais de séance pareille. Hein. Ah bah j'imagine que oui, non. Il n'y a pas deux humains pareils. Donc, oui. Et Florence, toi, tu répares les chevaux du coup ? L'interview de Florence et Brigitte ne s'arrête pas là. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie et que vous avez l'habitude d'écouter Symbiose, vous savez que dès demain, vous aurez la suite dans votre application de podcast. Et si c'était votre première découverte de Symbiose, eh bien maintenant, vous le savez aussi. Symbiose est un podcast autoproduit et gratuit. Si vous voulez soutenir le podcast, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles sur vos applications de podcast et surtout à vous abonner et à faire passer le mot si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de soutenir le projet que je porte avec Symbiose. Merci à Stella Jang pour la musique qui accompagne ce podcast, à Héloïse Dorizoro pour le logo et à Elodie Bonnotte pour le montage de cet épisode. À très vite. Bonjour, je suis tombée à dos de cheval quand j'avais 14 ans et j'en ai jamais refait depuis. Si vous voulez, le cheval, on l'utilise depuis bien vrai. Plus que les années 60. J'allais dire la femme aussi, mais ça se fait vraiment pas dire voilà. ça.